On ne peut guère concevoir de nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que celle des descendants de Français dans le Québec, du fait qu'ils ont conservé les langues et les coutumes particulières. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. En 1760, lorsque, suivant le vers fameux de Louis Fréchette dans la légende des peuples, notre vieux drapeau, trempé de pleurs amers, ferma son aile blanche et repassa les mers, nos ancêtres se trouvèrent dans une situation des plus difficiles, pour ne pas dire décourageante. Seuls sur un immense territoire, entourés d'ennemis vigoureux et pas toujours loyaux, ils ont combattu et voulu combattre au prix de leur vie et des plus grands sacrifices pour garder à cette terre qu'ils avaient découverte, qu'ils avaient arrosée de leur sueur et de leur sang, le caractère français que nos ancêtres ont voulu lui donner. Et d'année en année, les luttes se sont renouvelées. D'année en année, de différentes façons et sous différents théâtres, nos aïeux se sont battus, ont lutté. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient nous assimiler. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient considérer le peuple de Québec comme un peuple d'esclaves, incapable de se gouverner, comme un peuple de serviteurs, incapable d'administrer. Ils ont lutté dans tous les champs de l'activité humaine. Et on se rappelle que ces conquêtes, que ces victoires n'ont pas été l'œuvre d'une journée, n'ont pas été la résultante d'une chance, n'ont pas été la conséquence d'abandon de la part des adversaires, mais ça a été la résultante de l'héroïsme, de la ténacité, du dévouement et du patriotisme. C'est ça que représente, mesdames et messieurs, les résultats de centaines de vies. C'est ça que représente le travail héroïque, désintéressé, le sang, les sueurs, les heures d'inquiétude de nos aïeux. C'est tout ça que représentent les droits auxquels nous sommes attachés, et c'est ça que nous voulons conserver, et c'est ça que nous allons conserver. Une population sans éducation aucune et singulièrement amorphe, obéissant aveuglément à des chefs qui la gouvernent grâce à une confiance aveugle et au moyen des préjugés nationaux étroits. Certains de nos adversaires doivent être surpris. Imaginez-vous, Duplessis, ce dictateur qui fait des élections un an avant le temps. C'est pas l'habitude des dictateurs de faire des élections, surtout un an avant le temps. Mais c'est l'habitude de l'Union nationale de suivre les bonnes traditions, et c'est l'habitude de l'Union nationale d'aller devant le peuple et de consulter le peuple. Nous avons un homme qui, dans des heures difficiles, n'a pas reculé devant les intempéries, devant les difficultés que nous avons connues, devant les terrorismes que nous avons connus dans la province de Québec. Cet homme n'a pas reculé à continuer à nous servir. Cet homme qui n'a pas craint à se tenir debout pour mettre de l'ordre et de la paix dans la province de Québec aux heures difficiles que nous avons connues
depuis le mois de septembre que Rémi Paul est ministre. Nous avons connu la paix. Nous avons connu l'ordre dans la province de Québec. Population de Masquinongé, nous avons retiré du bénéfice de cet homme qui s'est tenu debout. Merci, Rémi, parce que tu as fait pour la population de Sainte-Ursule. Il vous le dira tantôt. Qu'est-ce que Sainte-Ursule a eu du gouvernement et de Rémi comme réalisation? Rémi, nous te dirons merci, tous ensemble, le 29 au soir, et nous triompherons avec toi. Rémi, toi qui es le bras droit de ton premier ministre, de ton chef du parti, nous te reporterons avec Jean-Jacques au soir du 29 au pouvoir parce que la population du Québec a besoin de tes services et les services de Jean-Jacques Bertrand. Leurs objectifs et leurs espoirs ultimes sont inintelligibles. Quelques vagues espoirs d'indépendance absolue paraissent encore les séduire. L'orgueil national, qui est un élément remarquable de leur psychologie, en induit beaucoup à se flatter de l'idée d'une république québécoise. D'habitude, des Québécois, c'était deux choses. Ou bien des gens qui se prenaient pour d'autres, comprends-tu, qui voulaient évangéliser l'Amérique, qui voulaient aller conquérir les capitaux du monde entier, pas assez fin pour régler son affaire tout seul chez eux. Ou bien l'autre extrémité, une tribu d'indigènes qui s'enfonçait elle-même dans sa petite médiocrité, qui se faisait peur à elle-même, qui manquait de confiance en elle-même, qui brisait les syndicats quand ils se mettaient à exister, qui brisait les partis au moment où ils commençaient, pour rester encore à coquiner avec nos deux vieilles patentes habituelles. C'est les seuls Québécois qu'ils ont connus. Il y en a une maudite gang maintenant entre les deux. Simplement des gens normaux. Ils vont être surpris de rencontrer un tas de gens normaux le soir du 29 avril. Je vous assure, l'autre soir, j'étais dans mon comté puis j'ai rencontré mon adversaire de l'Union nationale, le ministre du Chômage, M. Cournoyer. Puis, je l'ai rencontré, puis, tu sais, il commence à sentir qu'on est en train d'y chauffer le derrière. Ça fait qu'il dit, mais veux-tu me dire comment ça se fait que t'as des banderoles de même dans le comté? On toit à fraises sur tous les poteaux, sur tous les balcons. Comment ça se fait? Il dit, comment est-ce que t'es payes? Ben, j'ai dit, ben, j'y paye pas, mon noir. C'est ça que tu peux pas comprendre, toi. C'est que dans Saint-Jacques, que tu t'en sacres ou non, il y a des Québécois qui sont écœurés. Il y a des Québécois qui sont décidés à être eux-mêmes. Il y a des Québécois qui ont le goût de travailler. Il y a des Québécois qui ont le goût d'avoir un revenu minimum garanti. Il y a des Québécois qui veulent avoir des logements habitables. Il y a des Québécois qui veulent l'assurance santé parce que c'est un droit fondamental. Si c'est trop fort ce que je te dis là pour toi, attends le 29, ils vont te l'expliquer clairement.
quand on est parti, on se facilitait pas la tâche. D'abord simplement, en disant qu'on faisait un autre parti politique. Parce que le mot parti politique, puis pas seulement chez les jeunes, mais chez un grand nombre de la population aussi, parti politique, ça veut dire méfie-toi, Baquet. Parce que ceux qu'on a connus nous ont pas inspiré confiance trop. Mes chers amis, quand on voit ce parti se présenter devant les jeunes et devant le Québec et attaquer le Parti libéral comme un parti traditionnel, alors que vous le savez que nous nous sommes renouvelés, que le Parti libéral, en choisissant comme chef son plus jeune député, a voulu manifester incontestablement une volonté de rajeunissement et de renouvellement. Un parti de reniement. Vous vous rappelez qu'en 1936, M. Godbout reniait à M. Tachereau. Vous vous rappelez qu'en 1952, M. Lapalme reniait à M. Godbout. Ils sont ensemble maintenant, tout ensemble. Le parti du reniement. Puis on le sait maintenant qu'on est en campagne électorale, parce qu'on les sent proches. Moi, c'est ma première campagne électorale, ça se devine un comme moi. C'est ma première campagne électorale. Je suis face à face avec ces vieilles machines-là. Burns me disait la même chose à propos de Maisonneuve. On sait ce que c'est, les partis politiques. Ça veut dire financé par la haute finance. Ça veut dire sale. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de la malhonnêteté. Ça veut dire qu'il est prêt à passer des télégraphes. Ça veut dire qu'il est prêt à voler des boîtes de scrutin. Ça veut dire qu'il est prêt à se promener ses assistés sociaux pour leur faire peur en disant « tu vas perdre tes pensions ». Ça veut dire qu'il est prêt à donner de l'argent aux gens pour acheter le vote. Ça veut dire ce qu'ils font actuellement, essayer de truquer les listes électorales au point qu'on est obligé de tout recommencer l'énumération. C'est ça, les vieux partis. C'est ça qu'on va sacrer de voir le 29 avril. Comment se fait-il que j'ai été candidat? Qu'est-ce qui fait que je sois en politique? Je vous avouerai franchement que je me pose la question moi-même à certains moments. J'y pensais depuis l'âge de 12 ans. Ça me passionnait. J'avais l'occasion d'aller avec mon père dans certaines assemblées politiques et entre autres, je me souviens, M. Duplessis qui était venu au Palais du Commerce. Et ça m'avait frappé. Un homme qui était extrêmement critiqué et qui pourtant avait tellement donné de lui-même pour ces Québécois. Je vous le dis en toute franchise, que mes adversaires me décrient, qui me dénigrent, qui m'insultent, ça ne fait rien, mais pas de progrès et pas de reste. Après mes études élémentaires et secondaires, j'ai suivi des cours d'anglais et des cours de tenue de livre au Benoit Business College. J'ai suivi aussi des cours d'art oratoire au Sir George Williams et un cours sur les affaires modernes au Modern Business College de New York. Et enfin, j'ai suivi aussi, avec égal succès, un cours de comptabilité. Ma vie, ça a commencé en sortant du collège par le travail et le gros travail, bûcheron, colon et mineur. Pendant 4 ans, comme j'avais quitté le collège de reculons, simplement parce que je n'étais pas capable de poursuivre mes études financièrement.
J'ai eu la chance de faire mes études classiques parce que j'étais fils unique. Parce que j'étais de famille ouvrière, puis c'était évident qu'avec le salaire de 60 $ ou 65 $ par semaine que mon beau-père faisait, c'était impossible à cette époque-là de me payer des études. En 68, j'ai été emballé par la prise en charge du Parti libéral par l'équipe de mes amis, Marchand, Trudeau, Pelletier et compagnie. J'avais offert ma collaboration pour l'élection. J'étais devenu un fonctionnaire fédéral entre-temps. Et je me suis rendu compte en examinant la loi ensuite que je ne pouvais pas participer à l'élection à moins de devenir candidat. Pour devenir candidat, je pouvais avoir un congé, je ne pouvais pas en avoir fait de la propagande. J'ai principalement fait de la négociation pour des syndicats au tout début. Et c'est ainsi que j'ai été mêlé aux négociations à la construction de Manicouagan. J'ai été mêlé à certaines grèves un peu plus retentissantes. Les biscuits Vio, Dave et des frères, la commission de transport en 65 et la commission de transport en 67. Alors, et dans la majorité des cas, ça s'est fait, ça, disons, dans le comté de Maisonneuve. D'abord, je suis fils de cultivateur. Je suis fils d'une famille bleue. Et puis, ça a toujours parlé politique à la maison. Alors, j'ai pris goût, si vous voulez. Et puis, dès mon entrée dans le public, si vous voulez, lorsque j'ai commencé à travailler, ici même à la coopérative, il y a 10 ans, j'ai travaillé avec M. Godin, Roland Godin, qui est aujourd'hui député fédéral, qui, dans le temps, était organisateur, créditiste, même si, dans ce temps-là, il n'y avait pas de député créditiste d'élu ni au Parlement de Québec, ni au Parlement provincial, ni au Parlement fédéral. M. Godin a toujours fait de la politique. Alors, c'est une chaîne, tu sais. Parle de politique à la maison, parle de politique un peu sur l'ouvrage, embarque dans une campagne électorale, et puis commence à faire des discours, puis de l'organisation, puis finalement, ben, c'est un enchaînement. Et puis, aujourd'hui, ben, je suis rendu candidat. Je suis né à Saint-Jacques-de-Montcalm en 1937, dans une famille à revenus assez modestes. Ce n'était pas une famille bourgeoise. Je suis un orphelin de père. J'ai eu une mère qui a été 10 ou 12 ans hospitalisée. J'ai dû quitter l'école à 15 ans pour aller gagner ma vie. Je me suis marié à 20 ans. Et ensuite, j'ai quitté l'université pour aller travailler pour la FTQ à l'issue de ma licence en droit. À la FTQ, j'étais secrétaire administratif du Comité ouvrier des droits de l'homme. Pour moi, c'était dans la suite logique de mon action en milieu universitaire. Puis, j'ai quitté Montréal pour aller à Québec, en pleine Révolution tranquille, au cabinet de René Lévesque, où j'ai passé 1 an. Et c'est là que j'ai pris conscience, enfin je m'en doutais bien un peu, mais que les problèmes seraient économiques, et seraient cruellement économiques dans les années à venir. J'ai donc quitté le cabinet de Lévesque pour aller étudier à Paris, à l'Institut national d'études politiques, en économique et finance. Disons que j'ai travaillé dans le commerce, comme gérant des ventes, dans une organisation régionale ici, comme gérant des ventes, comme comptable. Et en 1959, j'ai débuté une série de cours en administration qui m'a conduit à l'assurance vie. Je suis devenu gérant de l'une des plus importantes compagnies d'assurance vie, la plus importante compagnie d'assurance vie au Canada. J'ai été le plus jeune gérant de cette compagnie-là. J'ai été, je m'excuse de le dire, mais les faits sont là, j'ai été le meilleur représentant de cette compagnie-là sur le continent nord-américain en 1962. Et je suis rentré en 67 au ministère des Richesses naturelles, où il n'y avait plus René Lévesque, puisque le Parti libéral avait été battu en 66. Alors, on m'a orienté vers la Direction générale de la planification, qui était vraiment la boîte dans tout le gouvernement du Québec à ce moment-là, où on concevait des projets économiques importants, où on faisait des analyses sérieuses. C'est de là qu'est sortie la nationalisation de l'électricité, bien sûr, SOCEM, SOCIP, dans une large mesure les calculs de la Caisse de dépôt et de placement. Et j'ai pensé en 1966, à la suite de rencontres avec des amis,
que j'étais un candidat valable et capable d'aller rencontrer de l'opposition à l'intérieur d'une convention d'un parti politique. Je me suis présenté à la convention de l'Union nationale. Et j'y serais resté si, à un moment donné, il n'était pas devenu évident à mes yeux que le politique primait tous ces phénomènes administratifs et ces phénomènes économiques. Je ne voyais plus de solution économique en dehors d'un changement politique profond, soit celui de l'indépendance du Québec, et au-delà du phénomène de l'indépendance, tout ce que charrie le programme du Parti québécois comme mesure de progrès social, comme mesure de développement intégral. Je suis venu au monde à Kenogami il y a déjà 49 ans. Et puis, j'ai fait des études primaires comme tout le monde, des études secondaires. J'ai été diplômé de l'Université de Montréal comme médecin. J'ai été médecin de campagne à Saint-Donat pendant 2 ans. Je suis venu m'installer ici depuis déjà 20 ans. Et à chaque élection, on m'a demandé de me présenter, ce qui est assez extraordinaire d'un côté comme de l'autre. Je n'avais jamais fait de politique active avant 1960. Et en 1960, j'ai opté pour la politique libérale, avec le programme de Lesage, et j'y suis resté depuis. Aujourd'hui, nous allons étudier le catéchisme des électeurs, publié en 1936 par Maurice Duplessis et l'Union nationale. Un catéchisme? Oui, et pourquoi pas? Mais savez-vous ce que c'est qu'un catéchisme? Oui. Un catéchisme est un livre rédigé par questions-réponses pour instruire quelqu'un de certaines vérités élémentaires, religieuses ou scientifiques, ou politiques, ou professionnelles, ou autres. Premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Le long des rives alluviales du Saint-Laurent et de ses tributaires, ils ont défriché 2 ou 3 bandes de terre. Ils les ont cultivées d'après les plus mauvaises méthodes de petite culture. Quelle est la situation générale de l'agriculture au Québec? L'agriculture au Québec est dans le marasme. Qu'entendez-vous par marasme? On entend communément par marasme cet état de langueur, de dépérissement qui précède la mort. Encore une fois, quand on dit ça, les adversaires disent c'est pas vrai. Pas vrai. On n'est pas dans le marasme. On n'est pas sur le bord de la faillite. Mais mes amis, ces gens-là ont des facilités de se fermer les yeux. Ou bien, ils sont pas capables de se les ouvrir, ou bien ça ne paye pas de se les ouvrir. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Pourquoi notre agriculture est-elle dans le marasme? Notre agriculture est dans le marasme parce que le régime a toujours traité notre industrie agricole en parente pauvre. En effet, toutes les attentions du pouvoir ont porté jusqu'à maintenant sur les domaines plus fructueux pour la caisse électorale et la fortune personnelle des ministres et de leurs parents. Le gouvernement s'est comporté de la sorte pour assurer aux Américains qui exploitent notre domaine minier et forestier une main-d'œuvre abondante et à petit salaire parce qu'elle mourrait de faim sur sa terre. Et cela afin de grossir les profits des capitalistes étrangers. L'agriculture a toujours été et doit toujours être l'industrie principale dans la province de Québec. Non seulement parce qu'elle nourrit le corps, ce qui est nécessaire, mais parce qu'elle est la banque nationale par excellence, gardienne de nos traditions les plus chères et conservatrice dans le bon sens de nos coutumes les meilleures.
Un peuple qui ne bénéficie pas d'une agriculture prospère est un peuple voué à une mort plus ou moins prochaine. Si on laisse aller ça comme ça, si ça continue comme ça, non seulement on va venir au monde chez la finance, à l'école chez la finance, se faire instruire chez la finance, se marier chez la finance, s'acheter une maison chez la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompes funèbres qui vous verront à l'heure où vous serez prêt de mourir et qui diront, mon vieux, meurs tout de suite puis paye plus tard. Le Québec est-il lourdement taxé? Mon Dieu, oui. Parmi les provinces canadiennes, le Québec est la plus lourdement taxée. On a catalogué 111 taxes purement provinciales, sans parler des taxes fédérales et municipales. Aujourd'hui, les taxes se sont multipliées à l'infini et il n'est plus guère que le droit de respirer qui n'entre pas directement sous le coup d'une taxe. Plus on avance, plus on s'endette. Et nous autres, dans notre foyer, dans nos foyers à nous autres, eh bien, qu'est-ce qui arrive quand on s'endette de jour en jour? Quand on s'endette de jour en jour, puis qu'on n'a pas suffisamment de revenus, on s'en va en faillite, ou bien chez la loi Lacombe. Or, le gouvernement, lui, il ne peut pas aller chez la loi Lacombe parce que la loi Lacombe, c'est lui qui a fait. Mais la faillite, il y va comme les autres, par exemple. Et c'est là qu'on s'en va actuellement. Or, mesdames, messieurs, nous ne pouvons nous permettre de laisser aller plus loin cet état de choses parce que nous autres qui payons ces taxes, nous autres qui devons travailler d'arrache-pied afin de gagner notre vie et qui sommes obligés de donner de 25 à 30 à 35 % de notre revenu en impôts directs ou en taxes de toutes sortes, eh bien, mesdames, messieurs, même si on a enduré depuis longtemps, même si on est patient, nous n'avons pas le droit de laisser à nos enfants un héritage de la sorte, mes chers amis. Nous n'avons pas le droit de laisser à nos jeunes qui sortiront des écoles, des cégeps ou des universités un héritage de taxes et d'endettement tel que nous le connaissons actuellement. C'est notre responsabilité de voir à ce que ça finisse une fois pour toutes et que nous donnions à nos jeunes un héritage qui leur permettra de mieux vivre que nous autres et de mieux vivre que nos ancêtres dans notre province de Québec. Le régime administre-t-il de façon satisfaisante nos terres et forêts? Non, le régime n'administre pas de façon satisfaisante nos terres et forêts. Qu'entendez-vous par ces paroles? J'entends que le régime accorde toutes ses faveurs aux pulperies et aux grands marchands de bois, qu'il a aliénés et qu'il aliène régulièrement notre droit à des entreprises qui ne sont pas véritablement québécoises, qu'il fait à ses compagnies la faveur de les dispenser d'acquitter les droits de coupe payables au Québec, qu'il laisse en pratique les grandes compagnies dans lesquelles il compte des associés d'affaires se comporter dans notre domaine forestier comme en pays conquis. La race anglaise a développé les ressources du pays. Elle a construit ou amélioré les moyens de communication. Elle a créé le commerce intérieur et extérieur. Le commerce de gros dans sa totalité et une bonne partie du commerce de détail lui appartient, de même que les fermes les plus avantageuses et les plus florissantes. La grande masse de la population ouvrière est d'origine française et elle est à l'emploi de capitalistes anglais. Il y a d'un côté les anglophones du Québec qui votent rouge en bloc pour des raisons faciles à comprendre, c'est qu'ils sont dans une impossibilité de réaliser l'importance pour nous de la libération des Québécois. Bon, ils sont rangés rouges, hein? Dans Venise, la rouge, pas un cheval qui bouge. Ils sont là, ils vont rester là. Ceux qui ont réfléchi sur la puissante influence de la langue sur la pensée peuvent concevoir comment les hommes qui parlent un langage différent sont inclins à penser différemment. Les arguments qui forcent la conviction des uns paraissent tout à fait inintelligibles aux autres.
Cette disparité frappe beaucoup au Québec. We are in a bilingual country. This part of the bilingual country is a land where the majority of the people are French-speaking, are from French-speaking origin. My kids are French-speaking, but I know that if they want to develop themselves and play a role in this world of ours, they will play it in North American continent, and they need to be able to speak English. I want my kids to learn English and be able to operate in both languages. We shall never impose one language to all the population, neither French nor the English. We shall not impose it. Thank you very much, Mr. Ouellet, for your nice speech. And I believe that on the 29th, if we want a strong government, there's only one way out. And if we want a strong Quebec into a strong Canada, there's only one way out. It's to vote Liberal and vote Ouellet. This is the only way. Because our country... No, let's face it. Let's face it. I've been driving coast to coast while I was in the Army. I happened to be lucky to visit the West Coast and the East Coast. And our countries are wonderful countries. And there's only one way out to stay in, it's to vote Liberal. So, Mr. Ouellet, thank you very much. And ladies and gentlemen, thank you very much to pay us a visit tonight. And please, there's one sure thing, get your neighbor to vote. Alors, un stratège de l'Union nationale ou un militant sincère, honnête et politisé de l'Union nationale, de même qu'un militant malhonnête de l'Union nationale, ça lui saute aux yeux que les Rouges sont là pour 40 ans si les parlants français se divisent en 2 ou 3 partis. Ça a peut-être l'air brutal de dire ça, mais ça sera le facteur le plus puissant qui entraînera la disparition de l'Union nationale. Et quel est le slogan du Parti libéral? Ils nous arrivent et ils nous disent « Québécois au travail ». Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire de continuer à travailler, nous les Québécois, pour les gens de Westmount du Parti libéral? Est-ce que ça veut dire, nous les Québécois, de continuer à travailler pour les gens d'Outremont du Parti libéral? Est-ce que ça veut dire, nous les Québécois, de continuer à enrichir les gens de la rue Saint-Jacques, de continuer à enrichir les gens de la Grande Allée, de continuer à faire que les Simards sont des millionnaires? Est-ce que ça veut dire ça, Québécois au travail? Quand Bourassa se promène dans le Québec, une patte de sa culotte qu'il a retrouvée attachée à la famille Simard, puis l'autre pape attaché par la clique de Trudeau, cet homme-là, il n'est pas libre. Quand on voit un chef politique, un prétendu chef politique, se moquer de l'autonomie de la province, se moquer de notre garantie à la vie et à la survie, en posant la question qu'il s'est posée avec un sans-gêne et un manque du sens de responsabilité inexplicable, qu'est-ce que c'est l'autonomie? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Est-ce là aider sa province? Est-ce là poser un acte qui indique le sérieux, le sens de responsabilité nécessaire à un chef de parti? Est-ce là tenir une attitude qui puisse inspirer confiance au peuple? Quand on a un chef comme ça, les droits de la province ne sont pas en sûreté. Et mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, c'est encore la grande question. Pierre Roy est le candidat d'un parti qui n'a qu'un seul maître, les Québécois. Pierre Roy est le candidat du parti politique qui va faire que les Québécois, ils vont travailler, mais pour le Québec, pas pour certaines cliques, pas pour certains groupes, pas pour certaines familles et grandes familles du Parti libéral. Pierre Roy, il va travailler avec l'Union nationale et tous les Québécois à faire en sorte que dans le Québec, on travaille dans notre sueur, on travaille de nos efforts, on travaille de notre compétence pour faire que le Québec de demain soit meilleur que celui d'hier. Ce qu'on veut faire sans révolution, là,
C'est ce que d'autres pays ont fait avec Révolution au cours d'un traumatisme énorme où ils ont découvert ce que c'était la démocratie, que c'est le peuple qui devait conduire, etc. Ce qu'on veut faire sans faire de révolution, donc avec un investissement aussi considérable qu'une révolution, mais sur le long terme, un investissement pacifique, mais donc très lourd, c'est absolument essentiel. On ne fera pas ça avec la publicité et avec la propagande. Pierre Elliott Trudeau a pu se faire élire pour continuer l'action des partis traditionnels à Ottawa par des gadgets, des fleurs à la boutonnière, en mettre plein les yeux du monde. Ils ont voté pour lui, bon. Mais c'était pas tellement engageant de changer un gouvernement dirigé par Lester Pearson par un gouvernement dirigé par Trudeau. Ça peut se faire de façon publicitaire, genre Arctic Power. Tu fais changer d'un détergent à un autre, tu as juste à dire il est bien bon, il est bien aimé, puis ça va. Le Parti québécois ne passera pas comme ça. Le monde ne sont pas politisés, les gens n'entendent jamais parler de politique. Puis pendant les élections, ordinairement, le monde ne dit jamais leur allégeance politique. Il est très court. Quelques personnes qui vont le dire. Puis ce qu'on remarque, en tout cas depuis le début de la campagne, cette campagne-ci, c'est tout ça du PQ, là, en général, s'affiche PQ, puis parle PQ, puis on n'a pas peur d'un balcon à l'autre de parler du PQ. Justement, un soir, on rentre à la maison, il y a un gars assis, on n'a jamais parlé, ça, jamais. On rentre, puis il est assis dans l'escalier, puis il dit, tu vois ça, il dit compter. On l'a à 100%. On n'y a jamais parlé, ça. J'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas d'activité politique tellement. Moi, je me dis, ça bouillonne dans le quartier. Toi, tu parles dans tes discours que le pouvoir populaire, le pouvoir du comté, là, auprès de toi. Ouais. Comment ça va structurer, cette affaire-là? Je dis, moi, le monde commence à bouillonner, là. Je me demande, là, ça va-tu tomber, ça? Les élections, une fois faites, le monde va rentrer chez eux. Puis on a eu un beau bouillonnement. C'était beau, le PQ, tu sais, pendant un mois, là. Faudrait sûrement pas que ça arrive, ça. Y a-t-il quelque chose qui va... Si ça arrive, moi je considère ça comme une faillite totale. Je considère que le Parti québécois dans Maisonneuve et Robert Burns dans Maisonneuve, puis les électeurs de Maisonneuve, puis l'association dans Maisonneuve auront fait une faillite totale si ça tombe à l'eau. Puis je dis que le jour où tu enlèves, tu déshabilles le député là, de ce qu'on pensait du député avant. Là. Puis que le député, ça devient un gars de la base, comme tout le monde. C'est juste un porte-parole. Là. Une fois qu'on a fait ça, t'as plus de problème dans la Maisonneuve. Ça va être le comté modèle. En tout cas, je te dis, j'ai peut-être l'air à rêver quand je dis ça, mais moi, je suis enthousiasmé par ça. Mais toi, es-tu prêt à descendre dans la rue? Par exemple, vendredi, il y a une manifestation pour accueillir les gars de la femme. Est-ce que tu es prêt à venir avec nous autres? Je l'ai toujours fait, vieux. Non, mais là, disons, je l'ai toujours fait. Ça change rien. C'est justement ça qu'il faut se mettre dans la tête. Non, mais c'est ça change pas un gars. C'est à ce moment-là, peut-être que tu vendrais ben oui, il y a peut-être des gens du Parti québécois qui me diront « Oh, c'est peut-être pas bon de faire ça. Un député ne fait pas ça. » Ben, certain que je vais m'en moquerai peut-être pas, mais je vais m'en balancer. Grâce à l'électoralisme honteux pratiqué au Québec, aux journaux à la solde des fonds publics et à des groupes financiers véreux, il est interdit de manifester sans s'exposer à la vindicte des gouvernants et risquer de perdre son avoir. C'est justement quand je dis « je compte sur vous autres », là. Moi, je compte sur vous autres pour que vous me rappeliez à l'ordre à un moment donné. Puis toi, justement, Jean-Marie, tu me l'as promis une couple de fois de me rappeler à l'ordre, même de façon ça ne retardera même pas, peut-être la semaine prochaine. Non, en grève, je vais voir quelle position que tu vas prendre face avec les patrons. Ma position ne devrait pas changer. En tout cas, moi, je ne veux pas qu'elle change. Il y a un autre problème. Je ne voudrais pas que Maisonneuve vienne une grosse paroisse dans ce sens, qu'on s'organise ici, qu'on néglige qu'on fait partie d'un ensemble qui est le Québec. Il y a que le peuple a été écrasé. Là. Il y a un minimum de potentiel qui vient de ça, qui est assez dynamique. Là. Il va falloir, là, face à ce problème-là, là, que les gens qui sont au pouvoir créent quelque chose pour faire que ça puisse continuer. Quelles sont tes propositions face à ça? Robert Burns, c'est un petit playboy qui n'a quand même pas, jusqu'à date, fait de rien qui en fasse une idole des ouvriers. Il peut avoir quelques gueulards de la suite de Michel Chartrand qui vont aller avec lui. Alors moi, je suis bien prêt à lui concéder jusqu'à 6 000 votes. C'est le maximum qu'il aura, puis il va être troisième dans le comté. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus.
gagner le comté, à mon avis, c'est pas gagner un parti. Gagner un parti, c'est d'être élu dans le comté puis de donner une suite à ça. Et quand on dit que le 29, c'est juste un départ, moi, j'y crois sérieusement. C'est un début, il y a une série de forces, d'énergie qui se sont entrecroisées dans cette campagne-là. Et qui vont... des gens qui viennent de divers milieux. Des gens qui n'étaient pas Parti québécois du tout au départ, dans bien des cas. Des gens même anti-Parti québécois. Et qui ont dit, ben quand même, s'il y a une solution, s'il y a une chance de solution, c'est sûrement là. Alors, c'est beaucoup plus une pensée positive qui a motivé ces gens-là. Il aurait pu avoir l'autre attitude de dire, ben, on laisse aller l'affaire, puis on laisse, excusez l'expression, mais le bordel s'installer dans la place, puis après ça va être parfait, ça va sauter partout, puis on va être heureux, puis ça va être bon. Je pense que les gens ont pris l'attitude positive de dire, ben quand même, il y a une chance, là. On ne dit pas que c'est fait, on ne dit pas que c'est réalisé. C'est loin de l'être réalisé, puis ça va dépendre de la participation des gens. Mais c'est quand même un très bon départ. C'est un petit gars intelligent, mais qui a décidé, au lieu de travailler d'arrache-pied et de maîtriser les techniques, etc., de prendre la partie facile. Il a décidé de se liguer derrière Michel Chartrand et d'avoir des attitudes irresponsables. Il a décidé de ne pas faire l'effort de négocier puis de faire autant de grèves qu'il faudrait. Pour lui, quand il y a une grève, les travailleurs se battent, puis lui, il se considère comme un batailleur pour les travailleurs. C'est plus nécessaire, les partis politiques, à partir du moment où c'est le peuple qui est au pouvoir. Ben moi, c'est ça qui est mon ambition. C'est un véritable pouvoir populaire. Moi, il n'y a pas de cachette avec ça. C'est du gouvernement que je pense. En fait, si vous faites une comparaison, moi, je veux dire, j'ai été élevé en campagne, puis la vieille printemps, la fonte des neiges, on avait des moulins à scie. Tant qu'il y avait de l'eau, ça fonctionnait. Mais la minute qu'il manquait d'eau, là, ça ne marchait plus. Combien de temps, on ne savait pas. Les vieux partis, mais c'était pas ça. Ça marchait un petit peu avant l'élection, puis un petit peu après, puis après, c'était fini. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu d'autres choix. On n'a pas eu... Qu'est-ce que tu as eu comme choix là, depuis la Confédération? Tu as eu un parti qui disait rouge, l'autre parti disait rouge. Puis tu avais de temps en temps un parti qui disait jaune pâle, puis vert pâle, puis tu c'était pâle tout le temps. Il y a une chose que je trouve... Là, tu l'as plus, là, tu as un vrai choix à un moment donné, là, qui est plus ni un ni l'autre de ces deux couleurs-là. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Hein? Comme des tulipes. C'est ça. Faites semblant de passer bien fort. Allez-y, là. Encore un petit coup. Ah, c'est des bonnes qualités. C'est pas des bonnes qualités. Je dis donc pourquoi? Parce que ça se fait quand même dans une campagne électorale en ce moment, une première pelletée de terre. Explique-nous donc ça. Alors, disons que si la première pelletée de terre a lieu aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui l'étape. Nous avons fait des études dans 68. Il y a eu un travail de complété par les membres de la corporation, des gens qui ont travaillé d'une façon extraordinaire. Et élection ou non, c'était aujourd'hui la levée de la première pelletée de terre. Personnellement, j'en suis très heureux parce qu'enfin, Maisonneuve obtient quelque chose du gouvernement de l'Union nationale. On n'a jamais rien eu, nous autres, depuis que Duplessis est mort. D'accord, t'es vrai ou pas? On a eu le jardin botanique. Ça, c'est la deuxième chose. On s'est aperçu que la cote du Parti libéral monte très vite et aussi que les gens sont intéressés au parti et aussi intéressés aux idées de notre candidat. Il a des idées claires, aussi que c'est un gars qui a été ouvrier, c'est un gars qui a travaillé de ses mains dans les mines, c'est un gars qui a été bûcheron, de famille pauvre. Alors il a connu ce que c'était la misère.
Alors, pour nous aussi, dans un comté comme Maisonneuve, c'est très bon d'avoir un type de ce genre-là, qui a connu qu'est-ce que c'était la misère et qui a pu rencontrer les normes du comté. Bonjour, mesdames. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, mesdames, j'aimerais vous présenter le candidat officiel, le candidat libéral dans le comté de Maisonneuve et le député du 29 au soir, M. Jean-Robert Ouellette. Oui. Pardon? Anne-Neige Joyal. Vous n'êtes pas parlante avec Joyal, qui avait le garage Joyal à Rouen? Madame Gravel. Bonsoir, madame. Madame Gaudreau. Madame Bédard. Bonsoir, madame. Madame Portelard. Bonsoir. Madame Beauchemin. Bonsoir, madame. Madame Miron. Bonsoir. Monsieur Miron. Bonjour. Vous voulez prendre la grande chaise? Oh, non. Non, ça. Alors, mesdames, j'aimerais vous présenter. Jean-Robert est un homme bien sympathique. C'est un homme qui connaît pas mal tous nos problèmes. C'est un petit gars qui goûte à la misère, de la BTB. C'est un ancien mineur, un ancien bûcheron. Alors, c'est un homme qui connaît nos problèmes et aussi, c'est un homme qui peut répondre à vos questions. Alors, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, Jean-Robert est là, votre député du 29, Jean-Robert Ouellette, je vous le présente. Merci. Lorsque est arrivé le temps de venir à la campagne ici provinciale, on voulait savoir qui était pour être qui. On nous envoyait comme candidat. J'ai exigé ça de Bourassa. J'ai dit, je suis prêt à plonger, mais trouvez-moi un comté où ça ne crée pas de problème, où les gars sont heureux d'avoir un gars comme moi. On voulait avoir un homme, premièrement, un homme qui a travaillé avec ses mains, qui connaît qu'est-ce que c'est forcer, qui connaît travailler, gagner de l'argent sur de son front. On voulait avoir aussi un homme d'expérience qui pourrait connaître les problèmes des ouvriers et aussi le problème des collets blancs. Alors, le parti, on a discuté avec le parti, on a dit, écoutez, ça nous prend un homme, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait voir? On ne voulait pas avoir un homme trop professionnel, si vous êtes dans un comté ouvrier. Alors, ça nous prenait un homme qui avait fait un peu de tout. Alors, on a rencontré Jean-Robert, et réellement, c'était l'homme qu'il nous fallait. Le Parti libéral dans Maisonneuve n'a aucune organisation, ou à peu près, au niveau provincial. C'est l'organisation fédérale qu'on va tenter d'importer. Au fédéral, je suis la présidente de l'association pour M. Gérard Pelletier, qui est notre ministre. Et puis, je fais partie de l'association depuis le début des Dames, en 1960. Lorsqu'ils ont formé l'exécutif, j'ai accepté tout de suite d'être secrétaire. Je fais partie de la Commission des finances de la Fédération libérale du Canada. Et aussi, je fais partie de l'organisation libérale fédérale et autant provinciale ici dans Maisonneuve et à Hochelaga, au fédéral, avec le ministre Pelletier. Et aussi, je fais partie avec le ministre John Munro du Conseil national des sports. Nous voyons la bonne marche des Olympiques, les Jeux d'hiver, les Jeux Canada, enfin, tout au travers le pays, dans le monde. Alors, j'ai été nommé là au fédéral, j'aime bien ça. Mon ministre est John Munro. Alors, c'est un ouvrage que je m'adopte parce que j'aime les sports, j'aime la jeunesse. Et il y a une chose que j'aime, c'est que j'ai été entraîné par M. Tremblay, M. Thomas, M. Lorange à faire de la politique saine et honnête. Et lorsque la politique ne sera plus honnête, eh bien moi, je me retirerai et je continuerai à gagner ma vie. Pour le moment, j'aime la politique honnête et je vais continuer à faire de la politique honnête. Je suis nommée les représentants qui nous représenteront la journée même. On essaie d'avoir des personnes qui nous sont favorables, étant donné que nous voulons surveiller le vote assez de près, parce que je crois que c'est une élection qui est assez importante pour nous, étant donné qu'on ne voudrait pas être gouverné par, autrement dit, je voudrais dire la terreur. On voudrait être dans un pays libre et je crois que le Parti libéral est à peu près le parti qui répond à nos désirs et aux désirs de bien des personnes. Je crois que la jeunesse n'est pas mûre en ce moment. Elle ne comprend pas directement le problème. Quand ils acceptent le péquisme, je crois que s'ils pensent qu'ils vont avoir la démocratie, je ne crois pas que ce soit la démocratie. Alors, étant donné qu'on voudrait prévenir la chose, c'est la raison pour laquelle j'essaie de balancer mon ouvrage le mieux possible. Tâchez de venir nous rencontrer au centre d'achat Ontario. Et là, vous pourrez rencontrer le chef, M. Bourassa, notre futur premier ministre de la province de Québec, et aussi notre futur député. Peux-tu vous demander une chose à part de ça, d'ici à mercredi soir à 7 h? Vos téléphones.
vos voisins, vos amis. Servez-vous de vos téléphones autant comme les quelques PQ qu'il peut y avoir s'en servent. Appelez le monde, envoyez-les voter. Et puis entraînez-les de notre bord. S'il y en a là, lundi, là, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas convaincus, qui veulent nous connaître, etc., là, je ne pourrais pas toutes les voir jusqu'à chez eux. Amenez-les à la plaza. De 1h moins quart à 1h30, ça ne sera pas là. À 1h30, tout le monde va être là. Continueront le lavage, c'est pas fini. Et de nous, au coton. Moi, j'ai pas d'objection à avoir 400 000 votes de majorité. Alors, même si on est gagné, gênez-vous pas, amenez-en encore. Puis qu'on... Alors, mesdames, la future députée du 29, Jean-Robert Ouellet. Merci, au revoir, merci beaucoup. Je me présente, Francine Dufort, je suis infirmière. Je demeure dans le comté depuis 25 ans. Ce qui m'apparaît important, disons, pour moi, pourquoi je travaille pour le Parti québécois, c'est d'abord parce que je crois en l'indépendance du Québec. Mais ce qui est bien important, pour moi, le Parti québécois, c'est un début, c'est une étape, c'est un commencement. Avec le Parti québécois, on ne fait que commencer. Et le 30 avril, c'est l'ouvrage qui commence. L'ouvrage qu'on a fait pendant un mois, tous les gens qui ont travaillé au niveau des secteurs, au niveau des pôles, au niveau des assemblées de cuisine, là, tout le monde est bien fatigué. Mais moi, je me dis que ça fait rien de commencer. Il va falloir qu'on se repose peut-être 2 journées pour prendre des forces, mais il va falloir qu'on continue encore. Il y a une autre chose qui m'apparaît bien importante, c'est ne pas remplacer la minorité anglaise qui nous dirige depuis des années par une minorité française. C'est-à-dire que politiquement et économiquement, il va falloir que les citoyens ne laissent pas seulement une petite clique française les mener, mais qu'on soit toujours là et qu'on ait le droit de parole. Pour faire de Maisonneuve un Maisonneuve libéré, d'accord, mais un Maisonneuve là, qui va être capable de faire bouger tout le Parti québécois au complet. Pour que ça représente vraiment un Maisonneuve de travailleurs et de salariés. C'est tout. Moi, je vois la construction d'un pays un peu comme la construction d'un foyer. Le mari nous apporte un salaire qui n'est jamais assez gros, hein? Alors, tout de suite, il faut établir des priorités. Il y a l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation, qui viendront avant les loisirs, puis les parties de chasse, puis les parties de baseball. Je dis pas que c'est pas bon, mais ça vient après. Et puis, je transporte ça sur le côté pays. Puis je me dis qu'il faut de la planification, puis c'est toujours ce qui nous a manqué. Je suis parti de la Gaspésie à 17 ans parce que les vieilles patentes n'ont pas été capables de trouver de l'ouvrage pour nous autres, les jeunes. C'est pour ça qu'on est obligé de partir de notre pays. Pourtant, c'est un beau pays. Bien ça n'a plus de bon sens, ça. C'est pour ça que j'appuie le Parti québécois. C'est pour ça que faut élire absolument Robert Byrne dans Maisonneuve. Parce que moi, étant dans le système syndical à mon usine, je veux me servir de Robert Byrne après le 29 pour être capable d'amener la population travaillante du Québec pour qu'ils s'aillent tous syndiqués, pour plus qu'on se fasse fourrer comme avant, là. C'est tout le message que j'avais à vous dire. Quand je dis le Parti québécois va être au pouvoir, en fait, je devrais dire la population va être au pouvoir dans Maisonneuve le 29. Pas Burns. Pas les organisateurs de Burns. La population de Maisonneuve, c'est ça que ça veut dire, Maisonneuve au pouvoir. C'est ça qui va être vrai le 29 au soir. Alors faites-vous-en pas, les vieux partis qui entendent le Parti québécois dire ça par la voix de ses candidats, ça les énerve. Puis ils disent « Hey, ça va pas bien notre affaire. » On est après à le faire enlever dans dessous des pieds, le tapis. Puis Dieu sait qu'ils l'ont mis épais pendant des années, le tapis, puis ils sont bien de même. Ils sont dans le tapis jusqu'aux genoux. Nous n'avons pas la même organisation que le péquisme. Nous, on ne sommes pas des mercenaires, puis faire sauter à baraque, ça ne nous intéresse pas. Hein? Je peux vous dire que si le chef demain dirait « Écoutez, il faut faire sauter à baraque », je pense qu'il n'y aurait pas personne qui irait faire sauter à baraque du Parti libéral. Mais s'il fallait que M. Lévesque dise « Demain, il faut que la baraque saute », tel qu'il l'a dit l'autre fois à la télévision, eh bien, la baraque, ce qu'il appelle le Parlement à Québec, ça sauterait. Pourquoi? Ils ont des mercenaires, ils ont des héros, eux autres. Une bombe pour eux autres, un coup de claqueur a sauté, le gars passe pour un héros. Mais nous, dans le Parti libéral, on n'en a pas. Je peux vous dire, j'ai pas d'équipe ici qui essaye de détruire des comités ou enlever des banderoles. Nous n'avons rien de ça. Alors, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent d'insérer la peur chez tout le monde, puis dire «
des méchants, des grosses dents, le Parti québécois. Elle mange les petits-enfants, des affaires comme ça. Bon. C'est pas ça. Ça n'a rien à faire, ça. Ça n'a rien à faire ensemble, ça. Puis quand l'argent vous vient du gouvernement, dites-vous une chose une fois pour toutes. C'est pas de l'argent de l'Union nationale, c'est pas de l'argent du Parti libéral. Puis quand le PQ sera au pouvoir, ça ne sera pas de l'argent du PQ. Nous avons augmenté les indemnités pour les accidents de travail. Sur l'Union nationale, nous avons fait de la législation sociale. C'est nous qui avons établi les pensions de vieillesse à 65 ans. C'est nous qui avons payé les pensions de vieillesse à 70 ans. C'est nous qui avons établi les pensions aux aveugles, les pensions aux mères nécessiteuses, les pensions aux invalides. C'est l'Union nationale qui a fait ça. Et la région de Montréal a retiré de ce chef au-delà de 35 millions de dollars payés par le gouvernement de l'Union nationale. C'est de l'argent qui vous appartient. C'est à vous autres, ça. C'est ça qu'on veut une fois pour toutes. C'est-tu simple, ça? C'est-tu compliqué, quoi? Il me semble qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Votre argent administré par vous autres, par l'entremise de gars qui vous représentent, puis de femmes qui vous représentent. C'est ça qu'on veut. Maintenant, tout ça, pour le vouloir, on est obligé de se rendre compte d'une chose. C'est que c'est pas possible avec le système actuel. C'est pas possible que vous puissiez avoir ça si c'est pas vous autres qui administrez. Actuellement, je blâme pas l'Union nationale puis les libéraux dans les années passées de ne pas vous avoir donné tout ça parce qu'ils n'étaient pas capables de vous le donner. C'est bien simple. Ce pourquoi j'ai blâme, c'est de ne pas vous avoir dit qu'ils n'étaient pas capables de vous le donner puis de vous le promettre. C'est là que j'ai blâme. Parce qu'il y a une seule façon d'y arriver, c'est en faisant du Québec un pays souverain qui se mène lui-même chez lui par des Québécois. C'est juste ça. Faites-vous donc un cadeau le 29. Faites-nous pas un cadeau à nous autres, le Parti québécois. Faites-vous un cadeau. Offrez-vous un député du Parti québécois le 29. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est ça qu'on demande que vous fassiez aussi dans Maisonneuve, le 29. Si vous voulez voter Parti québécois, vous voterez à côté du nom Burns-Robert, Parti québécois, en mettant une belle croix bien claire, puis soyez pas gênés. Ça va être votre croix, ça va être votre comté. Merci. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de banques, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer
au déprimant de l'intérêt public. De quelle manière les puissances d'argent s'y prennent-elles pour dominer le gouvernement du Québec? Elles s'y prennent surtout en associant à leurs affaires des ministres, des sous-ministres et des parents de ministres. Pourquoi ces compagnies nomment-elles des créatures du régime à leur conseil d'administration? Ces compagnies nomment des politiciens à leur conseil d'administration pour pouvoir fonctionner en paix, jouir de faveurs spéciales et compter sur la protection du gouvernement de la province quand elles en ont besoin. Alors, du point de vue financier, le national ne nous donne rien. Au contraire, c'est nous qui supportons le national. On est obligé de financer notre caisse électorale locale et de prélever sur nos rentrées ici pour faire vivre le national. Il y a une relation assez marquée entre, naturellement, l'organisation provinciale, si vous voulez, puis l'organisation locale. D'abord, au point de vue finance, forcément, on est obligé de passer par eux autres. Et deuxièmement, au point de vue stratégie aussi, parce qu'en fait, on est obligé de suivre un peu, jusqu'à un certain point, la publicité provinciale. Alors, le gros coup cette année, dans le Parti libéral, au point de vue provincial, se fait surtout dans les 3 dernières semaines. Alors, disons qu'on a un peu axé notre publicité, nous aussi, notre stratégie, dans ce sens-là. Figurez-vous que sous la signature de leur agent officiel, Jean-Marc Bertrand, agent officiel du Dr Kenville, ils ont publié un papier pour semer la panique monétaire. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que le papier lui-même contient une erreur grossière au second degré, parce qu'il compare les parités monétaires du dollar américain en haut, du dollar canadien et d'un fictif dollar québécois, puisqu'on n'en propose pas de dollar québécois, avec la photo de l'évêque, etc. Alors, l'étalon, là, c'est le dollar américain, 1 $. Et sur la coupure américaine, tu as 1 $. Le dollar canadien, 1 $, et la parité avec les États-Unis, 92 cents, ce qui est la réalité, notre dollar étant décalé de 8 cents par rapport aux États-Unis. Puis quand il arrive au dollar québécois, et vous voyez la bêtise de ces gens, ils mettent soit 69 cents, valeur absolue intérieure, et puis parité, là, dans la colonne des parités, ils mettent 69 cents aussi. Ils sont cons même dans leur connerie. Comprenez-vous? Le monde est aujourd'hui la possession de quelques puissances d'argent qui règlent le sort économique et social des êtres humains. Ces puissances d'argent règlent la production, non pas pour répondre aux besoins de l'humanité, non pas pour répandre plus de bonheur, mais la production pour les profits, pour les dividendes, pour grossir toujours le monopole des grandes puissances. J'ai appris, depuis les dernières campagnes électorales, que faire des prévisions est extrêmement dangereux. J'ai appris également que qu'une campagne électorale se gagne dans les derniers jours, spécialement du côté des vieux partis. Parce que, qu'on le veuille ou non, les vieux partis ont la finance, et puis, qu'on le veuille ou non, il y a encore des gens qui se laissent acheter. On s'en est rendu compte énormément encore en 1966, des gens qui semblaient tout feu, tout flamme, 10 jours avant l'élection, mais 3 jours avant l'élection, par exemple, comme s'il y avait un broyon sur la bouche, parlait plus, puis ça a tout voté. Union nationale, cette fois-là. Il y a des étudiants, et là, je mentionne pas les étudiants de la polyvalente de Donnacona, mais je mentionne des étudiants en général dans le comté, puis il y en a même au niveau universitaire qui sont achetés. Pas tachés, achetés. Achetés de la façon suivante. C'est que le Parti libéral, actuellement, dans le comté de Portneuf, paye des gars à 100 $ par semaine. Là-dedans, il y a des gars qui sont à l'université, 100 $ par semaine. Remarquez qu'ils ont le droit, le Parti libéral, de faire ça. Paye des gars 100 $ par semaine, leur promettent des jobs, leur fournissent des voitures, dont toutes les dépenses sont payées, pour combattre le Parti québécois, particulièrement au niveau des jeunes. Alors ça, je trouve que c'est la plus tragique des choses, parce que déjà, vous avez des gars qui sont prêts à se laisser acheter
par les vieux partis. Et comme je disais l'autre jour, ils sont en train de s'en élever des pareils comme eux autres, des tabarnaks. Alors, ce qui arrive, c'est que les libéraux ont créé un comité de jeunesse en faisant croire aux gens que c'est spontané. Tout ce qu'il y a de spontané, l'argent, c'est là-dedans, c'est l'argent qui sort du central pour aller payer pour ces jeunes-là. Ça, c'est spontané. Mais ce qu'ils font, les autres, ça ne l'est pas. En fait, ils sont royalement payés, puis ils fonctionnent là-dedans. Remarque, de payer des gens en campagne électorale, c'est normal, ça se fait depuis des années au Québec. Mais c'est précisément que dans le moment, il y a un renouveau. Alors, quand le Parti libéral vient dire qu'ils ont des jeunes avec eux autres, c'est vrai, mais au prix où ça leur coûte, j'espère qu'ils en ont des bons. Moi, j'ai été candidat du Parti libéral en 1966. Dans le comté de Témiscouata, j'ai été battu. Ça m'a coûté de ma poche 6 000 $. En 1967, j'ai quitté le Parti libéral avec René Lévesque pour fonder le MSA. Entre 1967 et 1968, j'ai rencontré 3 ambassadeurs différents du Parti libéral. Le premier, l'ex-ministre de la Voirie, Bernard Pinard, m'a dit « Guy, tu es un ingénieur forestier. Dans les cantons de l'Est et dans mon comté, il y a des petites compagnies forestières qui auraient besoin d'un ingénieur forestier conseil. Je t'offre de siéger au conseil d'administration de quelques petites compagnies forestières des cantons de l'Est. Tu siégerais 1 ou 2 fois par mois et tu te chargerais le tarif professionnel approprié, c'est-à-dire 125 $ par jour. Seulement qu'avec ça, j'aurais pu facilement me faire pas loin de 1 000 $ par mois. Première tentative. Deuxième tentative, il m'a dit « Guy, c'est écœurant ce que le Parti libéral t'a fait en 1966. Ils t'ont laissé tomber après la lutte que tu avais faite. T'es endetté, on le sait. On t'a jamais remis une maudite scène. » J'ai dit « C'est vrai. » Comment faire? De payer mes dettes électorales de la dernière campagne. Je l'ai remercié. Troisième tentative. L'organisateur en chef du Parti libéral, Alcide Courcy, est venu me trouver, m'a dit « Guy, on te donne un comté sûr, tu es élu à la prochaine élection pour le Parti libéral. Si on est au pouvoir, on te donne le ministère des Terres et Forêts. » Ça, c'est la plus belle tentative et la plus rose qui a été faite pour tenter d'acheter quelqu'un. J'ai dit je le remerciais beaucoup. J'ai dit à Bernard Pinard de me faire des propositions concrètes. J'ai dit à Alcide Courcy de manger de la marde. Et malgré tout ça, je suis encore dans le Parti québécois. Puis je vais être élu député du comté de Portneuf le 29 avril au soir. Allez, applaudissements! Moi, les tentatives d'achat ne m'impressionnent pas. Non. Moi non plus. C'est-à-dire que les vieux partis essayent d'acheter des gens. Ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'ils se laissent acheter. Ça, et ça. Exact. Donner la définition d'un trust. Un trust, c'est le résultat pratique d'une entente réalisée entre des financiers ou des marchands pour accaparer une marchandise et la vendre à un prix fixé par eux. Un trust est-il dangereux? Oui, un trust est dangereux pour la raison première qu'il fonctionne toujours en vue de l'intérêt particulier et jamais en vue de l'intérêt public. Y a-t-il des trusts dans le Québec? Oui, il y a des trusts au Québec. Nommez-en quelques-uns. Par exemple, le trust de la gasoline et de l'huile, le trust de la pulpe et du papier, le trust du minerai de fer, le trust de l'aluminium, le trust du téléphone, etc., etc. Le gouvernement du Québec combat-il ces trusts? Non. Le gouvernement du Québec ne combat pas ces trusts. Mais au contraire, il les protège, les encourage, reçoit d'eux des faveurs et leur permet d'exploiter le peuple à l'abri de lois qu'il fait voter expressément pour eux. Quelle est la principale conséquence politique de la prédominance des trusts? La principale conséquence politique est que les puissances d'argent, ayant ainsi dans leur main le régime, trompent
et exploite le peuple avec la protection des gouvernements, finance les partis politiques pour leur permettre de revenir au pouvoir et s'assure de la sorte une mainmise durable sur le pays, son peuple et ses ressources. Cela détruit complètement toute démocratie, puisque l'esprit de nos institutions en est faussé, qu'une puissance cachée gouverne et que les mandataires du peuple, financés par les puissances d'argent, sont trop souvent attachés et vendus d'avance. Nous avons lieu de croire, nous sommes renseignés sur ce point, que durant ces derniers jours, des actes irréguliers, illégaux seront commis et qu'on tentera de nous les imputer à nous du Parti québécois. Voici une annonce parue dans La Voix populaire. Le Parti québécois, parti des terroristes. Émeute. Saint-Jean-Baptiste a été décapité, c'est la première tête qui a sauté. La prochaine, sera-t-elle la vôtre? Sera-t-elle celle de votre femme, celle de votre enfant? Avec Gérard Shanks, c'est le progrès dans l'ordre et la discipline, c'est le sigle du Parti libéral. Votez Gérard Shanks. Vous voyez que la chose est commencée et nous avons lieu de croire, parce que ça nous vient de tous les côtés, qu'au cours des derniers jours, alors qu'il sera trop tard pour faire quoi que ce soit de notre part, alors qu'on sera pris vraiment complètement au dépourvu, il y aura de la violence organisée et qu'on tentera de nous l'imputer. D'où va-t-elle venir? Impossible de le savoir avec exactitude. Alors, M. Boissard, on a vu dans les journaux ce matin une nouvelle voulant qu'au moins 9 millions de Québécois soient partis de Montréal à bord de camions pleins d'hier et on parle de suite de quelque chose et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à commenter? Je veux dire, c'est une réaction purement émotive. Si, par hypothèse, qui est tout à fait improbable, le Parti québécois prenait une majorité de comté, l'indépendance ne se ferait pas du jour au lendemain. Comment expliquer cela? C'est que les gens craignent l'établissement d'une monnaie québécoise et ils ne voudraient pas que leurs titres, les obligations, les actions soient remboursés en monnaie québécoise. C'est pourquoi ils veulent sortir ces documents à l'extérieur du Québec. Et ce que je dis, moi, c'est purement émotif, c'est pas rationnel, parce qu'il n'y a pas de danger d'indépendance du Québec. Ce qui est probable, c'est que le Parti libéral va prendre le pouvoir, puis la sécurité et la stabilité politique vont venir au Québec. La liberté d'opinion existe-t-elle ici? Non, la liberté d'opinion n'existe pas ici. Pourquoi dites-vous que la liberté d'opinion n'existe pas ici? Je dis que la liberté d'opinion n'existe pas ici, premièrement, parce que le régime s'est acquis le contrôle de la quasi-totalité des journaux en versant des subsides directs et indirects à même le Trésor public. Deuxièmement, parce qu'il étreint le peuple du Québec à travers les mailles extrêmement serrées d'une dictature qui s'étend à tous les domaines. Troisièmement, parce que le régime se venge par l'injure, l'intimidation et la persécution de tous ceux qui non seulement lui sont hostiles, mais qui lui portent ombrage. Quels abus peuvent résulter de ce contrôle, de cette véritable dictature sur l'opinion? Les abus qui résultent de ce contrôle sont nombreux. Par le fait que la presse est réduite au silence, le gouvernement peut se permettre les abus de pouvoir les plus iniques sans que la population soit alertée ou simplement mise en éveil, faute d'être exactement renseignée. Les journaux emplissent-ils le peuple? Les journaux emplissent le peuple. Et c'est pénible d'avoir à l'avouer, mais c'est avec l'argent du peuple que le peuple se fait emplir. Voudriez-vous insinuer que le peuple est bête? Le peuple ne peut être bête, puisque c'est du peuple même que sont sortis les plus grands hommes, les savants les plus illustres, les citoyens les plus grands par la force, le courage et le caractère. Mais il ne faut pas oublier que tout peuple, toute foule, peut se laisser facilement conduire par les apparences trompeuses. Le peuple ne peut rien sans guide ou sans chef. Un jour, si vous avez la majorité, si vous êtes élu, là, je ferai comme tous ceux qui aujourd'hui ont été élus, à qui je dois du respect, je leur en dois du respect. Ah non, c'est pas... À votre tour, ça sera votre tour. La démocratie, c'est pas une question de respect. Là, il faut vous prononcer sur un programme et sur une idée, puis il faut avoir l'esprit ouvert. Votre idée, elle me plaît pas. D'accord, mais dites pas que vous voulez pas l'entendre. La souveraineté. Pour l'instant. Mais si vous avez un esprit ouvert, peut-être qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît pas, bien, c'est quand ça sera la majorité qui aura parlé, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui,
c'est ma majorité à moi qui a parlé, alors je la respecte, cette majorité. Elle est la mienne. Pourquoi j'en profiterai pas tant que le dernier mot sera pas dit? Ah oui, d'accord, d'accord. C'est ça mon point de vue. Non, votre point de vue se défend, sauf qu'il ne faut jamais dire je ne veux pas être convertissable. Peut-être que, après des années de réflexion, vous penserez encore comme aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mais peut-être que non. Pour la campagne actuelle. Ah. OK. OK? Bonjour, Rachel. Franche, c'est moi? Ouais. Mais c'est quand même mon meilleur candidat. Si par hasard il avait été dans un bon parti, j'aurais donc aimé ça. Il est impossible d'exagérer les manques d'instruction. Aucun moyen d'instruction n'a jamais été prévu pour eux. Et ils sont presque tous dépourvus au point qu'ils ne savent souvent ni lire ni écrire. Ces gens s'accrochèrent aux anciens préjugés, aux anciennes coutumes, aux anciennes lois, non à cause d'un fort sentiment de leur heureux effet, mais avec cette ténacité irrationnelle d'un peuple mal éduqué et stationnaire. Ô Vierge de l'Assomption, en qualité de chef de notre belle province de Québec, je viens vous consacrer notre province tout entière. Protégez en particulier votre peuple qui vous a toujours servi, qui n'oublie jamais ce peuple privilégié, que vous l'avez fait naître d'abord pour servir vos intérêts et qu'il n'a qu'une chance de survivre comme peuple, c'est de vivre en défenseur et en apôtre de l'Évangile du Christ. Que la croix et les fleurs de lys de son drapeau lui prêchent sans cesse la fidélité à ses traditions religieuses et nationales. À cette heure tragique de l'histoire humaine, veillez plus que jamais sur votre peuple au mari. Rendez-les vigilants dans la lutte qui n'a jamais de cesse pour lui. Gardez nos familles nombreuses, unies au pied du crucifix et de votre statue, serrées autour du clocher paroissial, groupées sous la houlette de nos évêques et soumises aux directives du vicaire de Jésus-Christ. Que chaque foyer de chez nous soit un bastion inaccessible aux assauts d'une propagande païenne, étrangère à nos mœurs et à notre foi. Ô Vierge du Cap, reine de notre pays, devant qui nous prononçons cette consécration, nous avons confiance que votre cœur maternel abritera notre faiblesse et nous inspirera une fidélité inviolable aux enseignements du Christ et de son Église. Et nous rendra aussi dignes de vous rejoindre un jour dans la gloire et de jouir éternellement de votre beauté et de celle de votre divin Fils, ainsi soit-il. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui semble contrôler nos régionales? Je pense que nous avons, dans la plupart de ces mêmes régionales, peut-être un trop grand nombre de petits professeurs français au pinch taillés au ciseau. Ils sont en train de déconfessionnaliser le système d'éducation dans notre province. De plus en plus, on sort le bon Dieu des écoles dans notre province de Québec pour entrer des petits professeurs barbus, comme le disait tantôt mon bon ami Drolette, des gars qui sont des athées dans la plupart des cas. On sort le bon Dieu des écoles, puis on entre le sexe. Vous avez entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir, des jeunes gens et des jeunes filles, dans la même piscine, et puis il paraît qu'ils ne sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais ils sont plutôt à poêle. Hein? On sort le bon Dieu des écoles, on entre le sexe. On sort le bon Dieu des écoles, on entre la drogue. Et ça résulte que dans certaines institutions de notre province de Québec, il y a eu des suicides dus à la drogue. Qu'avons-nous vu depuis le début de cette campagne? Si ce n'est que le mythe, le jeu de la fausse démocratie et de l'image, le culte de la personnalité à l'évêque, qu'a-t-on fait? On a tenté de faire croire une force de masse en multipliant les poteaux, sur les poteaux,
en multipliant sur les granges à travers le comté de Joliette, pour passer une doctrine que le peuple, surtout cette jeunesse, dans le milieu de l'éducation, qui n'a pas compris qu'elle sert à noyauter, qu'elle sert à servir des intérêts tels Bourgault, tel Chartrand, tel René Lévesque, tel Madame Ferrati, tel tous ces extrémistes rassemblés dans la même boîte qu'on appelle PQ à Montréal. Je pense que le peuple du Québec, le 29 avril, nous donnera le mandat, nous rendant aptes à dire à ceux qui prônent les politiques de Castro qu'ils aillent couper de la banane, qu'ils aillent couper des cannes à sucre à Cuba, que ceux qui prêchent le maoïsme, qui aillent manger du riz en Chine, et qu'on nous foute la paix au Québec. La conduite de la justice est-elle à l'abri de tout blâme dans le présent régime? Loin d'être à l'abri de tout blâme, la conduite de la justice est soumise aux abus les plus criants. Frais exorbitants pour le justiciable. Immixtion du département du procureur général dans certaines causes. Nomination purement politique de personnages qui ne sont pas à l'abri de tout soupçon. Différence de traitement des accusés selon qu'ils soient des amis ou des adversaires du gouvernement. Et cela en vertu de certaines lois que le procureur général s'est fait attribuer. Violation de domicile par la Sûreté du Québec. Délai injustifié dans le service des mandats et l'audition des causes. Combine entre des hauts fonctionnaires de la justice et des bandits. Séquestration d'adversaires politiques. Partisanerie publique du haut du bas de magistrats de basse-cour nommés par le gouvernement du Québec, etc., etc. Quand il y a une explosion de bombes à l'intérieur de la place de la Bourse à Montréal, comment voulez-vous qu'on trouve de l'argent pour du financement de travaux publics quand toute la poignée d'anarchistes se retrouve là fiers sur la place publique de nous voir payer à même vos coussins, mesdames et messieurs, comme ces gens sont heureux de nous voir payer 3 ou 4 % de plus pour jouer eux autres avec ce qu'ils appellent leur joujou préféré, les bombes. Allez-vous nous donner le mandat pour se débarrasser de ce climat infect? Allez-vous nous donner le mandat pour dire au gouvernement majoritaire d'Ottawa qu'il est injuste de voir poursuivre cette politique de dépenses à Radio-Canada où l'on projette plus souvent qu'à notre tour l'image de gens en désordre, où on exploite la sexe, où on ne cesse que de déprécier la femme et où on fait des programmes supposément rentables lorsque l'on présente des gens nus. Quand présentera-t-on à Radio-Canada l'histoire des gens en ordre? Quand présentera-t-on à Radio-Canada l'histoire des gens qui veulent une histoire autre que l'exploitation systématique du sexe? Quand passera-t-on à Radio-Canada l'histoire des véritables Québécois qui se sont battus pour l'avancement du peuple, pour l'émancipation du peuple, pour l'amélioration de la culture? Rue Bonaventure, une honnête maison bourgeoise. C'est celle d'une des plus honorables familles des Trois-Rivières, la famille Duplessis. Le premier ministre du Québec y travaille au bien de ses compatriotes, comme autrefois son père, le juge Néréel Duplessis. Au terrain de jeu Saint-Philippe, les deux chefs, les deux amis. Symbole d'unité, dans la même barque, au même port, l'Église et l'État. De quoi parle-t-on? De la dernière boutade lancée à l'Assemblée législative, sans doute.
Mes chers amis, ça me fait grand plaisir de venir appuyer mon ami Jean-Robert Ouellet comme candidat libéral dans le comté. Vous savez que nous avons voulu véritablement, au cours de cette campagne électorale et en formant l'équipe, faire du Parti libéral le parti des travailleurs. Vous savez que le comté que je représente ressemble au vôtre. Nous sommes presque voisins. Comté composé de salariés, de collets bleus, de collets blancs. Et je suis très fier d'être élu par ces gens. Pour nous, mes amis, pour nous libéraux, la fierté du Québec, ce n'est pas seulement qu'une question de drapeau pour nous libéraux. C'est de permettre à nos travailleurs québécois de travailler au Québec, de ne pas être forcés de s'en aller dans des provinces ou dans des endroits à l'extérieur du Québec parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'emploi. Depuis 10 ans, des milliers de nouvelles industries se sont établies dans la province de Québec. C'est par centaines de millions que les capitaux sont venus ici pour développer nos ressources et établir de nouvelles industries. Et je le répète, capital américain, capital anglais, capital français, bienvenue, pourvu qu'ils respectent nos lois et pourvu qu'ils rendent justice à notre population. Comment il entend s'y prendre pour amener des capitaux étrangers dans la province du Québec? Bien, tout d'abord, en créant un climat sain, un climat qui sera dénué de tout acte de terrorisme, ou encore, et surtout en amenant au niveau du gouvernement une politique vigoureuse, une administration saine, de façon à ce que le visage du Québec puisse inciter, intéresser des étrangers à venir investir. Il ne faut pas se le cacher. Je pense bien que même dans la région de Joliette, s'il fallait que les capitaux américains ne soient pas investis, vous prenez dans la ville de Joliette, il y a quand même quelques compagnies dont les intérêts sont franchement américains, de Firestone, Bendesca Syracuse, Hebex, Joliet Steel, Scott Paper, j'en oublie sûrement. Ce sont des gens, je pense bien que si on n'avait pas ces investissements-là dans la région de Joliette, le taux de chômage, qui est déjà de 16 aurait sûrement grimpé dans les environs de 30 Alors, ce sont les moyens qu'entend prendre Robert Bourassa pour créer ces 100 000 nouveaux emplois. Je pense bien qu'au lieu de détruire et de démolir, il est grandement temps, il est urgent de construire. Un gouvernement qui a fait quelque chose pour sa province. Un gouvernement qui a contribué largement à la prospérité et au progrès que tout le monde constate, que tout le monde peut constater en s'ouvrant les yeux. Un gouvernement qui a posé des actes qui font qu'aujourd'hui, la province de Québec, de toutes les provinces de la Confédération, est celle qui progresse le plus rapidement, qui fait que depuis 10 ans, dans cette belle province de Québec, il y a eu des initiatives de prise qui ont permis au peuple de la province de Québec de bénéficier de ces développements. Nous n'avons pas voulu, dans cette campagne, faire toutes sortes de promesses irresponsables et réfléchies. Et je veux que vous reteniez l'argument au cas où on vous parlera encore des 100 000 emplois. L'argumentation est extrêmement simple. C'est que, en période de haute conjoncture américaine, c'est-à-dire quand l'économie nord-américaine tourne à plein, le Québec crée 100 000 emplois. Donc, un gouvernement qui, cette année-là, aurait créé 100 000 emplois n'aurait rien fait du tout, il serait simplement laissé porter par la vague. Mais, en période de basse conjoncture, quand notre économie, spontanément, ne réussit à créer que 8 ou 10 000 emplois, évidemment, le gouvernement qui en créerait simplement 50 000 serait un gouvernement d'un dynamisme extraordinaire. Vous voyez donc qu'avec 100 000 emplois, dont on fait un slogan publicitaire, c'est pas un gouvernement qu'on propose, c'est le frère André, ma foi. C'est le frère André. Il y a eu 56 000 emplois de créés cette année dans tout le Canada. Et sans aucune indication de conjoncture, on en propose, et c'est l'illustration claire et nette qu'il s'agit d'un ballon politique, 100 000 pour le Québec seulement, qui sont éminemment souhaitables, bien sûr, mais vous comprenez tous
qu'il s'agit d'une question de conjoncture et de situation économique. L'Ontario a obtenu des avantages tarifaires parce qu'elle l'a demandé. La Nouvelle-Écosse a obtenu des avantages tarifaires pour Michelin parce qu'elle l'a demandé. Qu'est-ce qu'attend le Québec pour demander la même chose? C'est pourquoi il faut changer de gouvernement. Le système d'une entreprise privée, qui est le seul qui convienne à nos aspirations, qui est le seul capable de donner à notre jeunesse les carrières dont elle a besoin et pour lesquelles elle est compétente, qui est le seul capable de donner une véritable prospérité et un progrès constant. L'entreprise privée. Eh bien, c'est cette entreprise privée que vous représentez. Et parce que vous la représentez, il me fait plaisir d'être ici ce soir et de vous dire que le gouvernement de la province de Québec, hier comme aujourd'hui et aujourd'hui comme demain, fera tout son devoir pour que l'entreprise privée, bien entendu, respectueuse de ses obligations, soucieuse de ses devoirs, mais consciente de ses droits, puisse continuer à s'épanouir et à grandir. Nous, les libéraux, on va aller les chercher, comme l'Ontario va chercher sa part. On va aller la chercher, nous, la part du Québec à Ottawa. Il arrive que certaines personnes, mettant de côté l'histoire, voudraient que nous soyons au crochet d'un autre gouvernement. Ces personnes-là voudraient qu'au lieu d'avoir un gouvernement autonome, un gouvernement de Québec à Québec et pour Québec, ces personnes-là voudraient que nous soyons un gouvernement auxiliaire, subordonné à un autre. Ces personnes-là voudraient venir autant où les Canadiens de la province de Québec étaient des esclaves sans pouvoir démocratique, sans pouvoir d'administrer leur argent, sans pouvoir de percevoir des taxes. On se rappelle de ça. La révolution de 37 et 38 a été bâtie et a été faite parce qu'à ce moment-là, on ne voulait pas reconnaître le gouvernement responsable. On le sait, ça. Où allons-nous? Où allons-nous? Et en vertu de quel principe les gens d'ailleurs sont-ils plus fins que les gens de la province de Québec? Et quand j'entends des gens dire « Duplessis fait ça pour créer des querelles, pour faire des querelles. » Faire des querelles? Mais quand on demande à quelqu'un de nous donner une partie du butin qui nous appartient, est-ce qu'on fait une querelle? C'est pas nous qui faisons querelle, c'est celui qui prend notre butin. Pour la première fois, au lieu de s'émietter, au lieu de se diviser, on a peut-être une chance de s'unir pendant un petit bout de temps. Il est temps que les gens de Québec se donnent la main au-dessus des partis, au-dessus des considérations partisanes et fassent entendre une voix assez forte pour que ceux qui ne veulent pas entendre comprennent que dans le Québec, nous désirons rester maîtres chez nous, sans injustice pour personne, mais que nous ne sommes pas prêts à remplacer le drapeau qui rappelle nos ancêtres, leurs gloires et leurs fadames, qui nous rappellent nos espérances. Nous ne sommes pas prêts à le remplacer par le drapeau de l'abdication temporaire, tardive ou à longue haleine. Seulement, il faut à certains moments qu'une société, qu'un peuple trouve une sorte d'unité au moins temporaire pour les grands moments décisifs de son existence. Pensez-vous que nous serions bien traités par un gouvernement central à Ottawa? Au lieu d'avoir une province où il faudrait revendiquer nos droits, nous aurions toutes les provinces ensemble, où il faudrait revendiquer nos droits, quand dans une seule, on n'est pas capable de les faire connaître. C'est une question essentielle, c'est une question de vie et de mort, c'est une question fondamentale, et personne qui aime son pays ne peut un seul instant hésiter à rendre au moins une justice partielle à ceux qui ne réclament que partiellement justice. J'ai jamais vu un mouvement d'énergie, de dévouement concentré comme celui qui s'est déclenché et qui atteint son point culminant en ce moment. Est-ce qu'il est possible qu'un mouvement comme celui-là n'ait pas des résultats substantiels? Il me semble que non seulement c'est impossible, mais que s'il fallait que ça arrive,
Quand est-ce qu'on retrouverait le ressort dans le Québec? Quand est-ce qu'on retrouverait dans notre société les facteurs qui se sont conjugués? Le temps, le besoin de changement, un écœurement qui ne peut pas être rendu plus loin de certaines procédures politiques, de certaines méthodes d'organisation politique, d'un régime dans lequel on croupit avec les championnats du chômage, puis l'humiliation de voir nos problèmes parmi ceux qui font le plus mal, au point de vue social aussi bien qu'au point de vue économique, devenir scandaleux et faire de nous un peuple littéralement de quêteux collectifs dans une société qui est riche, mais qui est trop manipulée par d'autres. Il faut nous rendre à nous-mêmes, notre société, le seul endroit au monde où on ne sera jamais chez nous, le Québec. Mais quel parti autre que le Parti libéral peut donner au Québec ce climat de stabilité politique? Nous sommes le seul parti, à cause de l'équipe, à cause de notre doctrine, qui va rétablir la stabilité au Québec. Si vous voulez une lutte efficace, prioritaire, votez pour quelqu'un contre le chômage, contre Jean-Robert Ouellette. Lui, il connaît les travailleurs. Lui, il a travaillé pour les travailleurs. Il a passé sa vie avec les travailleurs. Il va être capable de bien vous représenter. J'en ai besoin dans l'équipe du Parti libéral. Son dynamisme, sa compétence, sa préparation, ses connaissances dans toutes les questions de travail en font pour moi un candidat d'une grande valeur. Grâce à l'impulsion, au dévouement et à la compétence de mon ami Barrette, les salaires des ouvriers de la province de Québec sur l'Union nationale a augmenté d'au-delà d'1 milliard de dollars. Les ouvriers de Québec reçoivent, grâce à M. Barrette et au gouvernement de l'Union nationale et au fait que nous avons encouragé les unions, chaque année, 1 milliard de plus de piastres qu'ils recevaient avant l'Union nationale. Avec le Parti libéral, avec son équipe, avec ses objectifs, vous aurez un Québec au travail. Il y a 20 de chômeurs à Joliette. Vous comprenez le Parti libéral. Vous comprenez pourquoi le Parti libéral a mis la priorité absolue sur la question du chômage. En votant cette élection, en votant libéral, vous votez plus que pour un parti politique. Vous votez pour une plus grande prospérité, une sécurité, une stabilité politique. Bref, pour une société prospère que nous gouvernerons ensemble avec Robert Kenville dans Joliette, Claude Joyal dans Berthier, Gérard Martin dans Montcalm.
Oubliez pas la propagande, oubliez pas aussi tout ce que c'est qu'on vous a dit. Lisez notre programme et vous allez tout le voir. Alors, je remercie M. Bourassa d'être venu parmi nous. M. Bourassa de toujours être venu dans Maisonneuve, venir nous rencontrer. Notre député fédéral ici, député de Maisonneuve, Antonio Thomas. Et ça nous fait plaisir de participer à la campagne. Antonio Thomas, député de Maisonneuve au fédéral. Alors, merci, et merci Mme la Présidente aussi, Mademoiselle Lise Bacon. Merci. Pour être accompagné, M. Bourassa, dans la foule, il va passer par ma foule, aussi l'accompagner. Marcel Fortin, Marcel, Maurice, ça va. Et alors, il va passer parmi la foule, s'il vous plaît. On vous demande de donner la main à M. Bourassa. Les enfants, ceux qui veulent rencontrer M. Bourassa, gênez-vous pas. Je calcule qu'en tout, j'ai dû donner au minimum, durant les 3 dernières semaines seulement, en moyenne, 14 000 poignées de main, en moyenne. C'est donc dire que ça a été réellement intéressant. J'ai à peu près 5 500 mains que j'ai serrées personnellement pour parler quelques mots aux personnes. J'ai eu une petite organisation magnifique qui avait tout préparé, le terrain. On a visité tous les hôpitaux, on a visité toutes les réunions paroissiales qu'il y a eu. Les bingos, on est allé aux portes des églises dimanche. On a fait le porte-en-porte commercial et industriel. On a visité à peu près tous les gens qui ont un commerce et qui ont une boutique de barbier ou salon de coiffure ou une épicerie ou un magasin de fer ou des banques, les caisses populaires et tout le monde. Oui, avec rétroactivité. S'il y a une erreur dans ton affaire, je vais te demander de l'aide. You want an interview, CIC? Viens voir les agences qui peuvent t'aider. On te rejoint pour célébrer ma culture, puis Maisonneuve va être dedans. OK, merci beaucoup. Bonjour. Merci. Actuellement, nous avons été, à la faveur de circonstances historiques, une espèce de demi-nation avec les demi-pouvoirs d'une nation, ce qui nous a permis, aidés par l'histoire, de survivre. Mais si on le perd, là, les parlants français du Québec deviennent une classe sociale. Une classe sociale, comme les Noirs aux États-Unis, par exemple. Et ça suppose, pour en sortir, un combat dont je ne vois pas la fin. Est-ce que quelqu'un peut voir la fin du problème noir aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un peut dire que ça va se régler de telle façon à vue de vie humaine? Moi, personnellement, je pense que non. Alors, si les Québécois tombaient dans cet état, non plus de domination, avec une demi-souveraineté, mais tombaient dans un état de classe sociale, bien là, ça devient irréversible. Et c'est l'agonie très longue, très coûteuse pour les individus les plus défavorisés surtout. Parce que les bourgeois vont s'en sortir. Les bourgeois noirs s'en sortent, si vous voulez. Quand un noir est postmaster general, tu ne peux pas dire qu'il se comporte comme un gars de classe défavorisée. Alors, il y a des milliers de bourgeois qui vont s'en sortir, mais les prolétaires qui en deviendront vraiment, qui ne sont pas déjà parmi les francophones québécois, eux, ils vont avoir une période extrêmement difficile, comparable à l'aventure des Noirs ou des Portoricains. Ça pourrait arriver, ce sera un désastre incommensurable. Et tant qu'il sera possible d'empêcher que ce désastre arrive, de renverser le cours des choses et de marcher progressivement vers la souveraineté, bien moi, je serai sur la brèche. Et comme ça m'apparaît le front le plus important, c'est là que je me battrai tant qu'il y aura un espoir. Quand il n'y aura plus d'espoir, bien là, on verra. On verra. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Le succès d'un homme, quel qu'il soit, sur quelque scène soit-il, n'est pas important. À côté de l'importance vitale de la grande question constitutionnelle. Vous savez que nous avions parié, les libéraux, nous avions parié sur la maturité politique des Québécois, sur leur bon sens, sur leur jugement, en présentant aux Québécois un programme responsable et réfléchi. Alors c'est extrêmement encourageant, avec une telle approche, avec un nouveau style comme celui-là, que la population du Québec ait décidé de donner au Parti libéral ou même à un parti politique, l'une de ses plus grandes victoires dans l'histoire du Québec.
Il n'y a plus aucun doute, on est battu, et bien battu. Je trouve ça assez humiliant d'être battu par Robert Burns, ici, que je le connais, et il ne vaut pas la moitié de ce qu'on pouvait offrir. Mais il n'y a rien à faire. Les votes sont dans les boîtes. Ce que nous avons fait a été utile, mais on n'a pas eu assez de temps et on n'a pas pu couvrir suffisamment le terrain et on n'a surtout pas réussi, dans le peu de temps qu'on avait, à encadrer notre vote. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable ce matin, on ne savait pas ce matin qui allait voter pour nous, qui était indécis, qui était pour les autres. Alors que probablement la machine de M. Burns le savait et ils ont en même temps fait une série de téléphones aujourd'hui et probablement remplacé certains voteurs qui ne se sont pas rendus au pot. It is obvious that the challenge of the Liberal Party in the next few years is to show that Quebec can stay in Canada. And this will be... And we will face that challenge, taking into account that Quebec is not a province like the others. And we are confident that we will succeed. I am glad to have him here with us in this great Canada of ours. We are all good Canadians and we're all wishing for the will and prosperity of Canada. Et cette nationalité canadienne-française, en est-elle une que nous devrions chercher à perpétuer pour le seul avantage de ce peuple, même si nous le pouvions? Je ne connais pas de distinction nationale qui indique et entraîne une infériorité plus irrémédiable. L'aisance rudimentaire des Québécois se détériore vite. Ils deviendront presque tous des manœuvres à l'emploi des capitalistes anglais. Ils sont déjà condamnés à occuper une position inférieure et à dépendre des Anglais pour se procurer un emploi. On peut ajouter qu'on ne doit pas les mépriser ou les maltraiter. Après tout, la nationalité est un héritage. On ne doit pas les punir trop sévèrement parce qu'ils ont rêvé de transmettre à leur postérité leur langue, leurs usages et leurs institutions. Aux cultivateurs, aux ouvriers, aux industriels, aux commerçants, à toute la population de la province, et tout spécialement à mes fidèles, loyaux amis et lecteurs des Trois-Rivières, je souhaite, suivant la vieille et toujours admirable formule, une bonne et heureuse année et le paradis à la fin de leur jour. To one and all, a very good, happy and prosperous New Year.